Bonjour Alex. Bon, alors là, je te sentais un peu trépigné sur ta chaise, toi qui es un grand fan de Star Wars. Est-ce que les nouveaux Star Wars sont meilleurs que les anciens? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Moranville vient de dire? Je crois qu'il va falloir organiser un débat parce que franchement, Alex Moranville ne sait pas de quoi il parle. Il y a du mauvais là, dans le relancement de Star Wars, mais s'il y a de quoi, là, je veux dire, Andor, c'est un bijou, la série télé, évidemment. Puis sinon, pour les films, Rogue One est probablement le meilleur film de Star Wars de tous les temps. Donc, je Chef-d'œuvre, on va m'oppose s'entendre là-dessus. Bon, viscéralement. un à la fois, Bon, fait un à la fois. Alexandre Moranville qui vient de défoncer la porte du studio, de rentrer avec toute l'intensité qu'on lui connaît. Je, Droit de réplique à Moranville. je voulais dire que je suis d'accord avec toi que Andor, la série Andor puis Rogue One, c'est le meilleur stock qu'ils ont sorti depuis des années, mais je parlais malheureusement de la dernière trilogie qui est un accident de char au ralenti. Ouais, je dois t'avouer que l'épisode 7 là, de la série de films, là, vers la fin, quand Ray retrouve Luke Skywalker sur le dessus de la montagne, j'ai eu comme un sentiment, là, tu sais, le vieux Luke là, avec sa barbe grise, je sais pas, j'ai vécu quelque chose. Je peux Bon. comprendre que c'est pas tout à fait les mêmes codes, mais bon. Alors, Ok, je vous laisse à votre chronique. Bye. maintenant que cet enjeu-là est réglé, Francis, si on pouvait régler l'enjeu des tarifs aussi rapidement, Oui. ça serait facile, on vivrait dans un monde meilleur. Or, on se réveille ce matin avec la menace de Donald Trump qui a été mise à exécution, 35 de tarifs, avec des justifications très boiteuses. Là, il fait référence au fentanyl, à quel point c'est épouvantable que ça rentre à Pelleté à la frontière nord. Ça représente quoi? 1%. Pendant ce temps-là, au Mexique, il donne un sursis de 90 jours. Puis c'est la frontière mexicaine qui représente un enjeu pour ce qui est de la drogue. Et là, la question, quelle sera la réponse du Canada, Francis? Quelle sera la réaction aussi des premiers ministres? Et est-ce que les Canadiens vont toujours être derrière Mark Carney qui leur avait promis là, d'incarner celui qui allait régler la question tarifaire avec Trump? Ouais, ben surprenamment, il y a plusieurs questions dans ta question, mais première chose, donc le tarif là, qui a été annoncé hier par Donald Trump, rassurons-nous quand même, ça va évidemment emmerder là, quelques entreprises, quelques entrepreneurs, mais on parle quand même d'à peu près 5 à 10 de nos Ouais. C'est exportations. pas surtout, Tout là. ce qui est couvert, c'est pas surtout, là, c'est une très petite partie. Tout ce qui est couvert par l'entente Canada, États-Unis, Mexique est exempté de ça pour l'instant. Et après, tu as aussi évidemment les tarifs sectoriels, l'aluminium, l'acier, le cuivre, etc., qui, eux, sont déjà tarifés à 50 pour eux, rien ne change. Donc, là-dessus, ce qu'on a annoncé hier à grands frais, là, puis ça fait la page couverture des journaux, ça va pas changer du tout au tout là, l'état de notre économie nationale. Donc, la première chose, il faut remettre les choses en perspective. Deuxième affaire, puis ça, c'est, moi, M. Carney l'a dit, M. Leblanc l'a dit, plusieurs commentateurs de la scène canadienne l'ont dit, à la limite, vaut mieux laisser Donald Trump faire comme il le fait n'importe quoi et continuer de négocier en vue d'une entente convenable entre le Canada et les États-Unis que d'accepter, parce qu'un échéancier arbitraire là, comme celle du 1er août a été fixé, de négocier n'importe quoi et de faire comme les Européens ou les Anglais, de capituler là, devant Donald Trump. Je crois qu'on est mieux de vivre quelques semaines à 35 le temps que Donald Trump reprenne ses esprits que d'accepter la première entente qui nous est soumise. Il y a négociation. Je crois comprendre que c'est très ardu, que c'est très intense. Ça se poursuit aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est le bon angle à adopter. Je voulais quand même remarquer, puis c'est totalement non scientifique, mais hier, j'ai appris la nouvelle en même temps que beaucoup là, en fin de journée. Et j'ai remarqué quand même sur X, sur Facebook, dans les commentaires de TVA Nouvelles, du journal, que c'est étonnant le nombre de Canadiens qui, drôlement, se rallient derrière Mark Carney. Certains qui étaient très critiques là, de, bon, levons les coudes, ben, finalement, ce qu'on constate, c'est que M. Carney, je veux dire, ou n'importe quel premier ministre, à la limite, si ça avait été M. Poilievre, est une sorte de victime. Là. Il travaille d'arrache-pied, il adopte une posture stoïque et c'est la faute de Donald Trump. Là. Je veux dire, il y a aucun négociateur canadien qui pourrait nous éviter ce qui nous arrive. Ce n'est pas les Canadiens qui sont ici en cause, mais bien, encore une fois, l'irrationalité du président américain. Et donc, en ce sens-là, un peu comme Donald Trump a renversé la vapeur de la dernière élection, j'ai l'impression qu'il renforce la posture de Mark Carney plutôt que de l'affaiblir. Peut-être que ça va pas durer éternellement, évidemment, mais pour l'instant, ce qui a été annoncé hier, j'ai le sentiment que ça donne de nouvelles armes au premier ministre et au Parti libéral, alors qu'on pourrait penser le contraire.
petite observation, comme je te dis, qualitative, mais ça m'a quand même frappé hier là, que c'était quasiment unanime, le soutien là, qu'on avait envers l'équipe de négociateurs du gouvernement actuel. Mais là où je suis d'accord avec toi, Francis, c'est l'espèce de point tournant qu'il y a eu en Écosse avec l'annonce de cette entente-là entre l'Union européenne et Donald Trump. Je veux dire, c'est de l'avantrisme. Là. Les Américains n'ont rien cédé du tout. C'est l'Union européenne qui a tout cédé. Et là, ben, tu avais des chefs d'État qui, tour à tour, dans un concert, vraiment, là, ont dénoncé tout ça. Ça aurait été un scénario semblable, probablement, que ce serait produit si Carney s'était mis à genoux devant l'empereur, devant le roi Donald Ier. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on joue la trappe, on joue le cadran, on laisse passer du temps. C'est très sage de le faire. Je ne sais pas si tu as vu la réaction de Carney là, par voie de communiqué. On est très prudent. Très stoïque, oui, tout à fait. Ben, oui. Je préfère ça. Puis encore une fois, il faut se remémorer dimanche dernier, là, Ursula von der Leyen, sur son petit fauteuil à côté de Donald Trump, les épaules rentrées par l'intérieur, comme tu dis, capitalisées devant le géant américain. L'Europe, là, c'est 440 millions d'habitants. Là, c'est techniquement le plus gros PIB de la planète si tu fais la somme de toutes les économies nationales. Je veux dire, il n'y avait aucune raison de céder 15% sans contrepartie. Évidemment, ce qu'on voulait éviter, c'était de lancer une guerre commerciale là, où je mets des tarifs, tu mets des tarifs. Mark Carney adopte la même posture, mais comme tu dis, il joue l'horloge, il joue la fin de période. Ultimement, là, on le sait, là, puis j'arrête pas de le répéter, les tarifs oublie le Canada un instant. Les tarifs sur le Japon, les tarifs sur l'Europe, les tarifs sur les importations anglaises vont bientôt se faire ressentir pour les consommateurs, mais de manière assez brutale là, aux États-Unis. Et là, il va commencer d'avoir la pression émergente du bas vers le haut sur Donald Trump. Et le Canada a tout à gagner, en fait, d'attendre que cet impact-là se fasse ressentir. C'est un impact, j'arrête pas de le dire, qui, au moment où les tarifs vont être imposés, va prendre de 3 à 6 mois à véritablement se refléter dans les chiffres. Et donc, les tarifs ils viennent d'entrer en vigueur il y a 10 jours, là, un peu partout, là, les premiers. Attendons à octobre, à novembre, et là, tu vas voir que l'économie américaine va commencer à crapahuter un petit peu. Ce sera le bon moment pour le Canada de revenir à la charge et de dire « Ah ben nous, si vous voulez, on vous offre des produits sans tarif. » Voici notre posture de négociation et je pense qu'on va en ressortir beaucoup plus fort, évidemment. À plus court terme, Francis, tu connais mon intérêt pour les marchés boursiers. Je regardais ce qu'on appelle les futures, donc les transactions d'avant-ouverture de marché. Là, ça se stabilise un peu, je vous dirais, là, mais grosso modo, les principaux indices, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500 ou encore le Nasdaq, là, ouvriraient en recul d'à peu près 1%. Est-ce que tu t'attends à un gros contre-coup sur le marché boursier aujourd'hui? On se souviendra, là, le jour de la libération, là, ça avait planté, là? Oui, ben non, en fait, je m'attends pas à un gros impact parce que on sait justement que M. Trump annonce plusieurs choses, revient sur sa parole, c'est 35% aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine? Les marchés ont cessé là, d'hyper fluctuer en fonction des annonces un peu arbitraires. Même ce que je lis depuis quelques jours, Alex, là, c'est pas compliqué, là, le Japon et l'Europe là, qui ont été annoncés à grande pompe, toute la portion investir, la portion acheter de l'énergie, c'est n'importe quoi. Là. Ursula von der Leyen n'a aucun contrôle là-dessus. En Europe, ce sont les pays, puis encore mieux les entreprises qui achètent de l'énergie. Ça va être très difficile pour Mme von der Leyen d'aller dire « Ah ben toi, Total, tu achètes du gaz américain, etc. » Donc, on dirait que les partenaires commerciaux ont fait comme des promesses un peu en l'air là, pour satisfaire l'ego de Donald Trump, mais dans les faits, c'est pas clair que ces ententes-là vont avoir lieu telles quelles. Et donc, le marché boursier attend de voir la réalité sur le terrain. Ceci dit, par rapport au marché boursier, j'ai quand même une petite réflexion, c'est que, beaucoup de ce que M. Trump fait là, sur l'acier, l'aluminium, par exemple, ça impacte beaucoup d'entreprises PME, taille moyenne. Les plus grosses, ce sera des manufacturiers automobiles, des 40 milliards, 50 milliards, quand même des assez grosses entreprises, mais ce qui drive actuellement le marché boursier, Alex, c'est les grandes technologies et les grandes capitalisations technologiques. Donc, Nvidia, Apple, Microsoft, Facebook, Google, qui n'arrêtent pas de... Puis donc, pour le milliard de dollars que GM a perdu à cause des tarifs, tu as 12 milliards de profits pour Facebook. Tu comprends? Fait qu'ultimement, la carte qu'il va falloir tôt ou tard jouer, c'est une taxe sur les services numériques. C'est des tarifs sur les services. Et ça, tout le monde a bien peur de ça actuellement. Mais c'est là où on peut vraiment faire mal aux Américains et il va falloir pour ça avoir une action concertée entre les grandes économies du G7.
On sent que là, actuellement, tout le monde est un peu isolé. Chacun essaie de trouver son deal à lui. Mais si on était capable de se parler mieux, je crois qu'on aurait une position de force. Puis éventuellement, ça pourrait faire un peu mal là où ça compte, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé les Magnificent Seven, dans les 7 capitalisations technologiques, tu sais, des capitalisations de 4 billions de dollars, là, ça n'a rien à voir avec General Motors ou Ford, là, qui sont à 40, là, comme je te le disais. Dans ce contexte-là, Francis, lorsqu'un gros joueur veut investir chez nous et qui n'est pas capable d'obtenir, par exemple, les mégawatts qu'il a besoin et qu'il tourne le dos vers une autre province, ça fait mal. Et c'est le cas d'une entreprise qui ira finalement investir 4 milliards en Ontario, faute d'avoir ces mégawatts au Québec. Ouais, évidemment, deux choses. Je suis un peu tiraillé par rapport à cette nouvelle-là. Bon, on sait que Qscale, là, qui est une entreprise d'ici, dont le président Martin Bouchard est très actif là, dans la sphère publique, a des investissements importants ici. On souhaite, je pense, que le Québec soit un acteur important dans le domaine des technologies, le domaine de l'hébergement, le domaine de l'intelligence artificielle et des fermes de serveurs. Et donc, ultimement, c'est vrai que le fait d'avoir hyper centralisé la décision en matière d'allocation des blocs d'énergie, non seulement chez Hydro-Québec, mais pire encore au niveau des ministres, hein, Pierre Fitzgibbon puis Christine Fréchette, qui ont comme le droit de vie ou de mort sur certains projets d'investissement, c'est un peu particulier. On voit que c'est quasiment, là, en économie, on appelle ça du dirigisme. Là. Tu sais, c'est une personne ou une très petite équipe de personnes qui décident, là, qui font le vent et la pluie là, selon tu sais, leur préférence du moment ou leur compréhension de ce que le marché désire. C'est très contre-productif, évidemment. Tu sais, c'est des économies planifiées, on l'a vu dans les 100 dernières années. Ça marche jamais très bien à terme. Il faut laisser le marché jouer. Chez nous, en raison de la structure avec Hydro, la Régie de l'énergie, l'omniprésence du ministre, on fixe des tarifs très faibles et donc, comme n'importe quoi, quand le prix est trop bas, ben, tout le monde se bat pour les biens. Hein. Si je te vendais du pain 22 cents, tu en voudrais une très grande quantité. Si je te vends ton pain 8 $, ben, tu en veux pas mal moins. Donc, ultimement, si on avait des prix qui étaient plus flexibles au niveau de l'énergie, ben, quelqu'un comme Qscale pourrait dire, ben, moi, je vais te payer 8 cents ton kilowattheure ou 10 cents ou 22 cents ton kilowattheure. Donne-moi-en, j'en ai besoin. Là, actuellement, tout le monde paye un prix très, très, très faible, ce qui fait qu'on choisit les quelques gagnants. Et donc, Qscale se retrouve avec des vastes projets d'investissement, possiblement très rentables, et ils ne peuvent pas avoir de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Ontario, ils vont aux États-Unis, ils vont où l'énergie est disponible. Donc, il faut changer ce régime-là le plus rapidement possible. Par contre, excuse-moi de prendre un peu de temps, mais l'enjeu que je pense qu'il y a dans la tête des ministres et d'Hydro-Québec, c'est que des centres de données, c'est bien beau, c'est la technologie, c'est le futur, mais ça crée comme pas d'emploi. Là. Puis je comprends que M. Bouchard, il fait miroiter ça, mais tu sais, créer un gros entrepôt là, avec plein de serveurs, là, ça embauche 2 ingénieurs puis un gars qui passe la mop, là, tu sais, c'est pas tout à fait... tu comprends, c'est pas une usine là, qui fabrique des pièces, qui assemble des choses complexes. Donc souvent, puis c'est la même chose pour les bitcoins là, qu'on a un peu refusé de financer en matière énergétique, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour très peu d'emplois parce qu'ultimement, c'est des serveurs qui roulent. Et donc, c'est possible que dans notre dirigisme d'État, on défavorise ces technologies-là au détriment d'autres qui créent de l'emploi. Je suis pas certain que ça soit la meilleure façon de faire, mais je comprends quand même la logique qu'il y a derrière, Alex. Merci, Francis. Salut.